Niels Bohr, physique atomique et connaissance humaine. Introduction. L'importance de la physique pour la pensée philosophique générale ne vient pas seulement de la contribution qu'elle apporte à notre connaissance continuellement croissante de la nature, dont nous faisons nous-mêmes partie, mais au moins autant du fait qu'elle nous a conduit sans cesse à vérifier et à raffiner notre appareil conceptuel. L'étude de la constitution atomique de la matière a révélé en notre siècle une limitation inattendue du domaine où sont applicables les idées de la physique classique. Elle a ainsi éclairé d'une nouvelle lumière les conditions de l'explication scientifique telles qu'elles ont été admises par la philosophie traditionnelle. Pour comprendre les phénomènes atomiques, il est nécessaire de réviser les principes qui permettent une application univoque de nos concepts élémentaires, et cette révision conduit bien au-delà des cadres de la physique. Le point essentiel dans ce que nous a appris le développement de la physique atomique est de nous avoir fait reconnaître le caractère de totalité que le quantum d'action confère au processus atomique. Dans les articles qui suivent, on tentera de préciser les aspects les plus importants de la situation en physique quantique et en même temps de souligner les similitudes qu'elle présente avec notre position dans d'autres domaines de la connaissance qui ne rentrent pas dans le cadre de la conception mécanique de la nature. Il ne s'agit pas ici d'analogies plus ou moins vagues, mais d'une recherche des conditions d'applicabilité cohérente de notre appareil verbal. Ces considérations n'ont pas servi seulement à rendre plus aisée notre adaptation à la situation nouvelle qui se présente en physique. Par suite du caractère relativement simple des problèmes atomiques, elles pourraient nous aider à préciser dans d'autres domaines les conditions nécessaires d'une description objective. Les 8 articles réunis ici sont intimement liés entre eux, bien qu'ils appartiennent à 3 groupes distincts, les années 1932 à 38, 1949 et 1954 à 59. Dans les 3 premiers essais qui se raccordent immédiatement à ceux du recueil précédent sont traités des problèmes biologiques et anthropologiques qui se posent en relation avec les caractères de totalité que présentent les organismes vivants et les civilisations humaines. Étant donné la tâche à remplir, il ne pouvait s'agir de traiter complètement ces problèmes, mais d'indiquer seulement comment ils s'éclairent sur l'arrière-plan des enseignements généraux qui nous a apporté la physique, que nous a apporté la physique atomique. Le 4e article s'occupe de la discussion que menèrent certains groupes de physiciens sur les problèmes épistémologiques que soulève la physique quantique. Étant donné le caractère de ce thème, un certain emploi du langage mathématique était inévitable. On peut néanmoins suivre l'enchaînement des idées sans connaissance spéciale. L'échange des opinions conduisit en effet à mettre en évidence des aspects nouveaux du problème de l'observation, provenant du fait que l'interaction entre objets atomiques et instruments de mesure est une partie inséparable des phénomènes quantiques. C'est pourquoi des informations acquises dans des conditions expérimentales différentes ne peuvent pas être rassemblées à la manière habituelle, et la nécessité de tenir compte des conditions sous lesquelles ces informations ont été acquises conduit immédiatement à la forme de description complémentaire. Le dernier groupe de travaux se rattache étroitement au premier, mais il faut espérer que la terminologie employée, mieux adaptée à la présentation de la physique quantique, rendra plus aisée la compréhension de notre argumentation en théorie de la connaissance. En traitant de problèmes généraux, on a particulièrement insisté sur les conditions qui permettent une application non ambiguë des concepts servant à la description des faits d'expérience. Le point essentiel de l'argumentation consiste à noter le fait que, pour une description objective et une synthèse harmonieuse, il faut dans presque tout domaine de la science consacrer une particulière attention aux conditions de l'observation. 1. Lumière et vie. En tant que physicien dont les études se bornent à la recherche des propriétés de la matière inanimée, ce n'est pas sans scrupule que j'ai accepté l'invitation amicale de parler devant cette assemblée de savants réunis ici pour approfondir nos connaissances sur l'action thérapeutique de la lumière. Conférence faite à la séance d'ouverture du 2e Congrès international de photothérapie tenu à Copenhague en août 1932. Incapable d'apporter une contribution à cette branche de la science si importante pour le bien de l'humanité, je pourrais tout au plus faire quelques remarques sur les phénomènes purement inorganiques de la lumière, qui ont particulièrement attiré l'attention des physiciens à travers les âges, notamment parce que la lumière est notre principal moyen d'observation. Cependant, j'ai pensé qu'à cette occasion, il serait peut-être intéressant d'examiner en liaison avec ces remarques le problème de l'influence des résultats obtenus dans le domaine restreint de la physique sur la manière dont nous concevons la position des organismes vivants dans le cadre général des sciences de la nature. Nonobstant le caractère subtil des énigmes de la vie, cette question s'est posée à chaque étape du développement de la science. Car toute explication scientifique consiste essentiellement à réduire un ensemble de faits complexes à un autre plus simple.
Aujourd'hui, ce vieux problème a repris un nouvel intérêt du fait que le développement récent de la théorie atomique nous a donné la preuve inattendue d'une limitation essentielle de la description mécanique de la nature. L'origine de ce développement récent est justement l'étude approfondie de l'interaction entre la lumière et le corps matériel, interaction dont certains traits sont incompatibles avec les conditions imposées jusqu'alors à toute explication physique. Comme j'essaierai de le montrer, les efforts des physiciens pour se rendre maîtres de cette situation ressemblent dans une certaine mesure à l'attitude qu'ont toujours prise plus ou moins intuitivement les biologistes envers les phénomènes de la vie. Je voudrais néanmoins souligner dès maintenant que c'est seulement de ce point de vue formel que la lumière, le plus simple probablement de tous les phénomènes physiques, présente une analogie avec la vie dont la complexité dépasse les possibilités de l'analyse scientifique. D'un point de vue physique, la lumière peut être définie comme une transition d'énergie à distance entre corps matériels. Comme on le sait, ces faits trouvent une explication simple dans la théorie électromagnétique et celle-ci peut être regardée comme une extension rationnelle de la mécanique classique, permettant d'éliminer l'opposition entre action à distance et au contact. Dans cette théorie, la lumière est décrite comme constituée d'oscillations électriques et magnétiques coupées. Celles-ci ne différant des ondes électromagnétiques habituelles de la radio que par leur plus grande fréquence de vibration, leur plus courte longueur d'onde. De fait, la propagation pratiquement rectiligne de la lumière sur laquelle repose la localisation des objets par la vision directe ou à travers les instruments d'optique repose entièrement sur la petitesse de leur longueur d'onde comparée aux dimensions des objets et des instruments. De plus, le caractère ondulatoire de la propagation lumineuse n'est pas seulement la base de notre explication des effets de couleur, qui en spectroscopie nous ont apporté de si importantes informations sur la constitution de la lumière, mais encore elle joue un rôle essentiel dans toute analyse raffinée des phénomènes optiques. Comme exemple typique, je rappellerai seulement les figures d'interférence qui apparaissent lorsque la lumière issue d'une source atteint un écran par deux chemins différents. Nous trouvons alors que les effets produits chacun des faisceaux isolés sont renforcés au point de l'écran où les phases des deux trains d'ondes coïncident, c'est-à-dire où les oscillations électriques et magnétiques des deux faisceaux ont les mêmes directions, tandis que ces effets sont affaiblis et peuvent même disparaître, au point où les oscillations ont des directions inverses, où les deux trains d'ondes sont, comme on dit, en opposition de phase. Ces figures d'interférence nous offrent une preuve si complète de l'image ondulatoire que celle-ci ne peut plus être considérée comme une hypothèse au sens habituel du mot, mais plutôt comme une description adéquate des phénomènes observés. Pourtant, comme tout le monde le sait, la discussion sur la nature de la lumière a repris dans ces dernières années par suite de la découverte d'un caractère essentiel d'atomicité dans le mécanisme de transmission de l'énergie, caractère tout à fait inintelligible du point de vue de la théorie électromagnétique. En fait, tout transfert d'énergie par la lumière peut être ramené à des processus individuels consistant chacun en l'échange d'un quantum de lumière dont l'énergie est égale au produit de la fréquence de vibration électromagnétique par le quantum universel d'action ou constante de Planck. L'opposition brutale entre l'atomicité de l'effet lumineux et la continuité du transfert de l'énergie en théorie électromagnétique nous place devant un dilemme d'un caractère inconnu jusqu'ici en physique. Malgré l'évidente insuffisance de l'image ondulatoire, il ne peut être question de la remplacer par une autre qui reposerait sur des représentations mécaniques familières. En particulier, il faut insister sur le fait que l'introduction du concept de quantum de lumière ne signifie nullement un retour à l'ancienne théorie où des particules matérielles parcourant des trajectoires bien définies étaient les porteurs de l'énergie lumineuse. De même qu'une figure d'interférence disparaîtrait aussitôt que voulons nous assurer que l'énergie lumineuse se propage seulement le long d'un des chemins qui mènent de la source à l'écran. Nous arrêterions l'un des faisceaux par un corps opaque. De même, il est impossible dans tout phénomène où la nature ondulatoire de la lumière joue un rôle essentiel de déterminer la trajectoire des quantas de lumière individuelles sans perturber complètement le phénomène observé. Il en résulte que la continuité spatio-temporelle de la propagation de la lumière et le caractère atomique des effets de la lumière doivent être considérés comme complémentaires en ce sens qu'ils expriment chacun des traits également importants des phénomènes lumineux. Traits qui, tout en apparaissant comme inconciliables du point de vue de la mécanique, ne pourront jamais entrer en contradiction directe car leur analyse précise en termes mécaniques exige des dispositifs expérimentaux qui s'excluent mutuellement. En même temps, cette situation nous oblige à renoncer à une explication causale rigoureuse des phénomènes lumineux et à nous contenter de lois de probabilité fondées sur le fait que la description électromagnétique du transfert de l'énergie reste statistiquement valable. Ceci est une application typique de ce que l'on appelle le principe de correspondance.
Il nous autorise à nous servir jusqu'à une certaine limite des représentations mécaniques et électromagnétiques classiques, bien que du point de vue de ces théories, le quantum d'action soit une irrationalité. Au premier abord, cette situation pourrait paraître fort peu satisfaisante. Mais il arrive ici ce qui s'est produit si souvent dans l'histoire de la science lorsque de nouvelles découvertes ont révélé une limitation fondamentale de certains concepts dont la validité générale avait été considérée jusqu'alors comme indiscutable. Nos vues s'étendent et notre pouvoir s'accroît de relier entre eux des phénomènes qui pouvaient même auparavant sembler inconciliables. C'est ainsi que la limitation de la mécanique classique que symbolise le quantum d'action nous a donné la clé de la stabilité remarquable des atomes sur laquelle est fondée essentiellement la description mécanique de tout phénomène naturel. Car l'un des traits essentiels de la théorie atomique a toujours été de reconnaître que l'insécabilité des atomes ne peut se comprendre en mécanique pure. Et cette situation ne s'est pratiquement pas modifiée lorsque le développement de la physique a remplacé les atomes insécables par les particules électriques élémentaires, électrons et noyaux, constituant des atomes et des molécules. Ce dont je veux parler n'est cependant pas le problème de la stabilité intrinsèque de ces particules élémentaires, mais de la stabilité des systèmes qui en sont construits. Car la possibilité de transfert continu d'énergie qui caractérise aussi bien la mécanique classique que la théorie électromagnétique est incompatible avec toute explication des propriétés des éléments et des molécules formés par leur combinaison. Les théories classiques ne nous permettent même pas de rendre compte de l'existence des corps solides sur laquelle reposent en dernière analyse toutes les mesures qui servent à ordonner les phénomènes dans l'espace et le temps. La découverte du quantum d'action nous a appris que toute variation de l'énergie d'un atome ou d'une molécule doit être considérée comme un processus élémentaire qui fait passer cet atome ou cette molécule d'un état stationnaire à un autre, état caractéristique du système considéré. Lorsqu'un de ces passages s'accompagne de l'émission ou de l'absorption de lumière, il apparaît ou disparaît exactement un quantum de lumière, ce qui nous permet à l'aide d'observations spectroscopiques de mesurer directement l'énergie de ces états stationnaires. Les renseignements ainsi obtenus ont été confirmés de la manière la plus instructive par des recherches sur les transferts d'énergie lors des chocs entre atomes et des réactions chimiques. Dans ces dernières années, la théorie atomique s'est développée et nous possédons aujourd'hui, pour calculer aussi bien les énergies des états stationnaires des atomes que les probabilités des processus de transition, des méthodes si parfaites que notre explication des propriétés des atomes à l'aide du principe de correspondance ne le cède en rien, ni en généralité, ni en cohérence logique, à l'explication des faits astronomiques par la mécanique de Newton. Bien que pour traiter avec rigueur les problèmes de la mécanique des atomes, il ait fallu introduire des symboles mathématiques nouveaux. Ce développement a été suscité avant tout parce que nous avons appris l'analyse des phénomènes lumineux les plus simples. C'est ainsi qu'il existe entre l'usage univoque du concept d'état stationnaire et l'analyse mécanique des mouvements intra-atomiques une même relation de complémentarité qu'entre la théorie des quantas de lumière et celle du rayonnement électromagnétique. En effet, toute tentative pour suivre dans le détail le cours d'un processus de transition entraînerait entre l'atome et l'instrument de mesure un échange incontrôlable d'énergie qui perturberait complètement le transfert d'énergie que l'on voudrait analyser. Une description causale au sens classique n'est possible que dans les cas où l'action mise en jeu est grande par rapport au quantum et où par conséquent les phénomènes peuvent être subdivisés sans être notablement perturbés. Quand cette condition n'est pas remplie, nous ne pouvons négliger l'interaction entre l'instrument de mesure et l'objet observé, d'où résulte que les diverses mesures qui seraient nécessaires pour une description mécanique complète des phénomènes impliquent des dispositifs expérimentaux qui s'excluent mutuellement. Pour bien comprendre cette limitation de principe de l'analyse mécanique, il faut noter qu'il n'est jamais possible dans une mesure physique de tenir compte directement de l'interaction entre l'objet et l'instrument de mesure, car étant moyens d'observation, les instruments ne peuvent être compris eux-mêmes dans le champ d'observation. De même que le concept de relativité exprime que tout phénomène physique dépend essentiellement du système de référence qui sert à l'encadrer dans l'espace et le temps, de même le concept de complémentarité est un symbole de la limitation fondamentale en physique atomique de notre représentation habituelle de phénomènes indépendants des moyens d'observation. Cette révision des fondements de la mécanique allant jusqu'à une critique de l'idée même d'explication physique n'est pas seulement décisive pour rendre claire la situation en théorie atomique, mais encore elle a créé un nouvel arrière-plan pour la discussion des problèmes de la biologie examinés du point de vue de la physique. Ceci ne signifie nullement que nous trouvions dans les phénomènes atomiques des traits ressemblant davantage aux propriétés des organismes vivants que les effets physiques habituels. Au premier abord même, le caractère essentiellement statistique de la mécanique atomique pourrait sembler difficile à concilier avec l'organisation merveilleusement fine que nous trouvons dans tout être vivant,
où par exemple toutes les propriétés typiques de l'espèce sont déjà fixées dans un germe infime. Mais il faut se rappeler que les lois singulières des processus atomiques, incompatibles avec une description causale mécanique et saisissable seulement en une description complémentaire, sont au moins aussi essentielles pour la compréhension du mécanisme de la vie que pour l'explication des propriétés des corps inorganiques. C'est ainsi que nous avons affaire, dans l'assimilation chlorophyllienne dont dépend largement l'alimentation des animaux, à un phénomène que l'on ne saurait comprendre sans admettre l'individualité des processus photochimiques élémentaires.